Passion Outre-mer vous propose de partir dans l'océan Indien et dans le Pacifique Sud. Avec l'écrivain voyageur Sylvain Tesson, nous allons découvrir les îles Éparses. Nous suivrons également les travaux des chercheurs de l'expédition Tara Pacifique à Wallis et Futuna. L'équipage de la goélette scientifique, composé de chercheurs français, américains et irlandais, fait escale à Wallis et Futuna. Ils vont dresser un état de santé de la faune et de la flore de l'archipel. Come on, guys. Allez. Dans le sillage des premiers explorateurs de ces îles du Pacifique, les membres de l'expédition Tara vont procéder à de nombreux prélèvements sur terre et en mer. Le but, pour ces chercheurs, est de reconstituer la grande chaîne alimentaire du Pacifique. C'est peut-être une espèce nouvelle pour l'île, pas nouvelle pour la science parce qu'elle est connue par ailleurs dans d'autres îles du Pacifique, mais peut-être pas encore répertoriée pour l'île d'Alofi. Les coraux seront bien sûr au centre de toutes les attentions. La communauté des chefs coutumiers de Wallis et Futuna a autorisé les recherches. Nous savons la noblesse qui vous anime et surtout la mission qui vous incombe. C'est quand même une mission qui est devenue une priorité planétaire, celle qui est de veiller sur l'environnement. Il y a encore énormément d'espèces à découvrir et certaines pourraient offrir des perspectives de développement économique à l'archipel des Rois. Parmi les espèces que j'ai récoltées, il y en a qui semblent prometteuses en termes de substance. Il semblerait qu'il y ait une valorisation possible à envisager des substances produites par les éponges que vous avez ici à Futuna. Avant de suivre cette aventure scientifique, nous allons nous laisser guider par l'écrivain Sylvain Tesson dans les îles Éparses. C'est à bord du navire militaire le Champlain que Sylvain Tesson va embarquer pour une croisière extraordinaire vers les îles des terres australes et antarctiques françaises. Vêtu de son uniforme d'officier de réserve, l'écrivain de marine va nous conduire vers les îles d'Europa, de Juan de Nova, des Glorieuses et de Tromelin. Joyaux de biodiversité, ces îles sont occupées et préservées par l'armée française. Quelques scientifiques ont également le droit d'y séjourner. Ce qu'on vit ici en mettant le pied sur Europa, c'est une réduction de ce qui est en train de vivre le monde. Sur un espace de 3000 hectares, on vit ce qui est en train de vivre la globalité de la planète. Sylvain Tesson va nous faire partager l'histoire terrible de Tromelin. Sur ce caillou aux abords dangereux, des hommes se sont retrouvés abandonnés de tous pendant de longues années. Je m'imagine ce que ça a été de vivre 15 ans avec des enfants sur cette île, avec l'espoir qu'une voile apparaîtrait au loin sans que jamais elle n'apparaisse. Passion Outre-mer dans les îles Éparses et à Wallis et Futuna, c'est maintenant. Il existe au cœur de l'océan Indien un chapelet d'îles françaises entourées de mystères, les îles Éparses. Leur accès est interdit et leur histoire a été marquée par les naufrages. Seuls quelques militaires et une poignée de scientifiques ont la chance de pouvoir observer leurs rivages. L'écrivain voyageur Sylvain Tesson a toujours rêvé de mettre le cap vers ces petits morceaux de France, de porter un regard poétique sur ces paradis terrestres dont les eaux turquoises recèlent bien des énigmes. Pour naviguer vers les îles Éparses, Sylvain Tesson monte à bord d'un bateau de la Marine nationale en partance pour une mission de ravitaillement. Auteur très apprécié des Français, il est membre du cercle restreint des écrivains de marine. Une vingtaine d'auteurs qui partagent le privilège de pouvoir s'embarquer à bord des navires de la Royale. À ce titre, ils sont officiers de réserve et portent l'uniforme. Propulseur droite 50%. Propulseur droite 50%. 40 mètres. Latéral pardon. Zéro là-bas. Zéro là-bas.
Le Champlain a fière allure au moment de quitter la base navale de la Réunion. Navire flambant neuf, conçu pour les missions en outre-mer, il incarne la présence française aux confins de la République. Maniable et polyvalent, il fait office de véritable couteau suisse pour la marine, capable de ravitailler, de surveiller, mais aussi d'intervenir en cas de catastrophe humanitaire. Le Champlain prend la mer avec dans son ventre 32 tonnes de fret destinées aux militaires présents sur les îles Éparses. Cette mission singulière le conduira autour de Madagascar, à travers l'océan Indien et le canal du Mozambique. La promesse d'une belle aventure où se réuniront découvertes, rencontres et mystères sur ces paradis gardés par une poignée de militaires et d'innombrables requins. Pour Sylvain et les 23 marins du Champlain, le voyage commence. La mission des îles Éparses à bord du Champlain m'attirait particulièrement parce qu'il y a quelque chose de profondément onirique dans cette géographie des îles Éparses. Voilà des miettes de corail qui sont disséminées dans le canal du Mozambique autour de Madagascar, que personne ne connaît vraiment et qui ont l'air de petits éclats de la souveraineté française et que la France s'attache à garder pour des tas de raisons. Des raisons qui sont certainement stratégiques, certainement économiques, certainement tactiques, mais aussi pour autre chose, pour des raisons, moi, qui me semblent également poétiques et mythiques. On va dans des endroits où il y a finalement très peu de personnes. On peut penser à certains romans qu'on a pu lire, hein, donc ça reste un peu l'aventure. On retrouve un peu cette notion d'aventure dans le voyage. Ma première démission, commandant de bateau, c'est de faire en sorte que la sécurité de l'équipage soit assurée. Donc là, toute mon attention va être portée à ça. Donc effectivement, on est joyeux, on est content de partir en mer, on est heureux, mais on garde la tête froide, on reste sérieux et concentré dans l'action. Quand on largue une amarre, que ce soit pour traverser un désert, traverser une steppe, une forêt ou traverser un océan, c'est la même chose. Tout à coup, on se sépare d'un port d'attache. On se sépare d'une ville, on se sépare d'un foyer. C'est-à-dire, si on veut être un peu profane, on se sépare des ennuis et des soucis. On ne sait pas pourquoi, mais l'homme, quand il part, quand il prend la route, quand il se met en mouvement, il ressent tout à coup un picotement, un tressaillement intérieur. On peut appeler ça la liberté. La communauté des marins prend vie au cours des premiers jours de navigation. Chacun à son poste, de la passerelle aux machines, de la cuisine au radar. Pour Sylvain, le temps de l'écriture alterne avec celui de la contemplation qui nourrit et enrichit son travail. Moi, je partage mes matinées entre l'écriture, la lecture, et puis tout d'un coup, dès que le corps demande une respiration, il suffit de monter à la passerelle, d'aller regarder la mer, regarder le ciel, rencontrer les hommes de quart qui sont juste là-haut. Et on peut comme ça organiser sa matinée selon un balancement bénéfique. Un peu de travail, un peu d'air, un peu d'écriture, un peu de vent, un peu de lecture, un peu d'horizon. Voilà un bon balancement. 4 nautiques 5, 4 nautiques 5 à 9 nœuds, une demi-heure, 30 minutes. Pour un écrivain de marine, c'est un matériau très enrichissant d'assister à la vie du bord. Pendant un mois, on est mêlé à l'équipage. On les observe, on les côtoie, on voisine avec ces hommes qui sont occupés 24 heures sur 24. Finalement, un bateau, c'est la réduction d'un groupe humain avec toutes les grandeurs, mais également toutes les servitudes d'un corps collectif. Il s'agit de travailler ensemble, il s'agit d'œuvrer ensemble, il s'agit de mener à bien un bateau ensemble, et puis finalement d'arriver à bon port. Trois jours se sont écoulés. La magie des mers du Sud
diffuse lentement sa poésie. Les reliefs lointains de Madagascar marquent l'entrée du canal du Mozambique. Le Champlain fait cap au nord-ouest, vers Europa, la première des îles Éparses. C'est l'heure du réveil. Traditionnellement, le chef de quart rédige un petit texte pour exprimer l'humeur matinale. De quoi réjouir l'écrivain du bord. Communication de la passerelle. Bonjour à tous. À l'aube, au moment où le soleil relevait la lune de son quart, nous étions en vue du cap Sainte-Marie. À présent, le Champlain a commencé à coiffer le cap. On distingue parfaitement la pointe australe de Madagascar sur notre tribord. C'est le début d'une journée superbe. Le soleil brille comme une décoration de la valeur militaire accrochée sur un manteau bleu horizon. Pendant que les Anglais cherchent à quitter l'Europe, nous maintenons le cap vers l'île d'Europa. À présent, c'est l'heure du petit déjeuner, puisque, selon le proverbe malgache que vous connaissez tous, ce n'est pas parce que la mer est ronde qu'il faut s'interdire de se retrouver au carré. Fin de communication. Europa se rapproche. Curiosité et impatience règnent à bord. À quoi va ressembler cette première île mystérieuse? Face à l'inconnu qui se dévoile, l'imaginaire est libre de toutes les fantaisies. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle a couru dans les chroniques maritimes le mythe des îles flottantes. C'est-à-dire qu'on pensait que les îles étaient posées sur la surface de l'eau et qu'elles se déplaçaient, ce qui expliquait qu'on ne savait pas où elles se trouvaient et qu'on les rencontrait toujours au dernier moment et que ça finissait par des naufrages. Et à la fin du XVIIIe siècle, un navigateur anglais, sur le bateau qui s'appelait Europa, a distingué la présence de l'île Europa de sa voisine Bassas d'India. Et c'est à lui qu'on doit d'avoir décrit les deux et d'avoir montré qu'elles étaient distinctes. Et du coup, un peu plus tard, un cartographe anglais du nom d'Owen en 1825 a donné à cette île le nom d'Europa, qui était le navire du découvreur de l'île. Alors à ce moment-là, les îles ne flottaient plus. L'île d'Europa est une perle au milieu de l'océan Indien. Un sanctuaire sur lequel veillent jalousement les terres australes et antarctiques françaises que l'on nomme plus communément les TAF. Depuis 2007, elles administrent les îles Éparses. Un détachement de 15 militaires, dont un gendarme, est présent en permanence pour affirmer la souveraineté française sur ce petit bout de terre de 30 km². Chaque matin, une petite patrouille, menée par le gendarme, effectue une ronde d'inspection le long du littoral d'Europa. Une belle occasion pour Sylvain d'observer les tortues vertes. Ce qu'on doit s'empêcher, c'est d'arriver de face, qu'elle nous voit, qu'on la dérange, qu'on la fasse bouger de son trou. Là, elle est en train de creuser ou de remboucher. Donc sur l'approche, on va venir derrière la tortue pour pouvoir l'observer, ne pas s'approcher trop près. Elle met combien de temps pour franchir ces 20 mètres? Un quart d'heure, 20 minutes. Elles ont quand même une sacrée puissance dans leurs pattes pour pouvoir se mouvoir sur terre, vu leur poids. Elles font entre 150, 200 kilos, 250 pour les plus grosses. Observer une tortue à la ponte est une expérience bouleversante. On voit cette débauche de peine, d'effort, de souffrance même probablement, pour pondre les œufs, pour se jucher d'abord sur le rivage, pour pondre ensuite et pour regagner l'océan. Et on est ému parce qu'on a l'impression que la tortue déploie une énergie absolument incommensurable pour continuer la vie, pour la donner en tout cas. Et puis on sait que le résultat va être extrêmement aléatoire. Il faut savoir que sur 1000 individus émergents, un seul arrivera à la maturité sexuelle. Mais un seul pour donc 1000, sachant que la tortue va pondre des centaines et des centaines d'œufs à l'échelle de sa vie, eh bien c'est suffisant pour que notre tortue verte qui vient de se reproduire sur Europa ait une descendance et qu'elle se porte bien aussi, puisque sur Europa, on est sur la plus grosse population reproductrice de l'océan Indien. C'est incroyable sur un si petit espace de 3000 hectares d'avoir une mosaïque de 5 ou 6 écosystèmes différents.
Dunes, steppes, lagons, forêts, mangroves, quoi d'autre ? Arrière-mangrove. Arrière-mangrove. Pin fidèle littoral, c'est encore différent de la Cordon dune. littoral, avec 9 mètres de pointe culminante, c'est peu commun. La richesse d'Europa, c'est la densité animale avec plus d'1 million de couples d'oiseaux. Et c'est aussi l'état de conservation des milieux et cette imbrication aussi importante de paysages, d'écosystèmes dans un espace aussi réduit. Ce qu'on vit ici en mettant le pied sur Europa, c'est une réduction de ce qu'est en train de vivre le monde. Sur un espace de 3000 hectares, on vit ce qu'est en train de vivre la globalité de la planète. C'est-à-dire que si on ne régule pas la circulation des choses sur la Terre, si on fait une espèce de village global sans foi ni loi, on arrive non pas à une diversité extraordinaire et agitée, on arrive au contraire à une uniformisation. C'est ce que disent les savants des TAF. Et toute la régulation qui consiste à essayer de recréer la biodiversité passe par un retour à un équilibrage, à une régulation des choses. C'est une leçon magnifique. Le séjour sur Europa donne un enseignement sur ce qu'est en train de vivre le monde et qui consiste à dire que nous risquons l'uniformisation. Europa est un écrin fragile, le témoin d'une nature baroque, d'une fantaisie des premiers âges, libre de prédation. Aujourd'hui, face à la menace des espèces invasives, les scientifiques veulent restaurer l'intégrité naturelle de l'île. Un objectif qui nécessite d'arracher des hectares de plantes, d'éliminer les rats et les espèces menaçantes et de contrôler les pêches illégales. Pour mener cette tâche à bien, les scientifiques peuvent compter sur 15 militaires présents en permanence. On peut trouver très bizarre qu'il y ait une coexistence des militaires et des savants. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ricaneront de manière un peu sarcastique en disant comment des écologistes à côté des commandos du RPIMA, c'est tout à fait bizarre, ça ne peut pas être possible. Ben, c'est faux. Dans la collaboration des militaires avec les TAF, il y a quelque chose qui est évident, c'est que l'un apporte sa logistique à l'autre. Les militaires créent un contexte dans lequel les savants peuvent se livrer à leurs travaux. Et puis deuxièmement, les uns et les autres, alors si on utilise une analogie plus symbolique, les uns et les autres parlent de stratégie. Les militaires, c'est une stratégie qu'on connaît, c'est la stratégie de la force. Et les biologistes, ils s'intéressent que à la stratégie des animaux et des plantes pour réussir à se déplacer, à protéger leur territoire, à chasser, à piéger et à se camoufler en vue de se reproduire et de maintenir leur vie. C'est la même chose. Tout n'est que question de stratégie dans la vie. Et moi, je comprends très bien que des scientifiques et des militaires aient beaucoup à dire le soir à la veillée quand le crépuscule se noie dans des flaques de moustiques. Ce sont près de 8 tonnes de fret qui ont été livrées sur Europa pendant que Sylvain découvrait l'île. Marins et militaires n'ont pas chômé. Une escouade du RPIMA restera à bord pour prêter main forte lors des prochains déchargements. Mais pour le moment, c'est l'heure du repos bien mérité. Le Champlain va reprendre sa navigation dans la douceur de l'océan Indien. Le bateau dort, on s'enfonce dans la nuit. Il y a un mélange de possibilités de méditation intérieure. Et en même temps, il ne faut pas occuper tout l'esprit puisqu'il faut être concentré. Le bateau avance dans la nuit. Et puis, c'est le moment où l'on ressent au suprême la mer et les éléments. Ce sont les heures cosmiques. Des heures d'observation des étoiles, les heures où on attend le soleil, les heures où la lune va céder la place au soleil, exactement comme dans un quart en fait. Le soleil remplace la lune après son quart. Et puis il y a cette atmosphère de silence, c'est le moment où la passerelle devient la plus monastique possible. Nous sommes actuellement à 6 nautiques 5 dans le nord-est de l'île de Juan de Nova. Le mouillage est prévu pour 9h20
Et à l'issue, nous mettrons à l'eau le Zodiac 40 chevaux pour mouvement de personnel vers l'île. Fin de communication de la passerelle, bonne journée à tous. Après avoir longé Bassas d'Aindia, invisible à marée haute, le Champlain vogue vers Juan de Nova. Nettement plus petite qu'Europa, elle tient son nom d'un navigateur galicien qui l'a découvert au début du XVIe siècle. Île minuscule, déserte, perdue au cœur de l'océan Indien, unie par mégarde à l'empire colonial français, comme un poisson exotique pris dans les filets d'un puissant chalutier. Étrange destin pour ce vieux volcan dont le squelette voûté est couronné d'un plateau corallien. La souveraineté française est défendue ici par des détachements de 15 militaires, dont un gendarme, qui se relaie tous les 45 jours. Le Champlain se présente à Juan de Nova le jour de la relève. L'avion en provenance de la Réunion a déposé les troupes fraîches et va embarquer le détachement en partance. Je ne vois pas comment on ne peut pas considérer l'aspect éminemment littéraire, poétique même, de la présence de soldats qui maintiennent les vieux gestes et les symboles sur un caillou d'écume et de corail. Car toute l'organisation de la présence de l'armée sur les îles Éparses a une fonction symbolique. La patrie, qu'est-ce que c'est que la patrie? La patrie, c'est une idée. Qu'est-ce que c'est que le drapeau? C'est la représentation symbolique de cette idée. Et voilà que des soldats s'occupent tous les matins à lever les couleurs, avec pour public un crabe, de temps en temps une mouette qui passe, parfois une frégate, et c'est tout. Ils sont dans le silence, ils sont dans le vide, ils sont dans le néant, et pourtant, ils assurent la garde. Quand on voit un lieu comme ça, sur cette côte de Juan de Nova, on se rend compte à quoi on a échappé. On a échappé à l'industrialisation de l'île et on a échappé à son exploitation touristique. Et puis on a failli avoir un club méditerranéen sur cette île. Il faut imaginer qu'ici, ça aurait été une enfilade de bungalows avec des petits pontons et les touristes du monde globalisé qui seraient venus profiter de ce lagon. Or, l'une des missions des TAF sur les îles Éparses, c'est précisément de préserver ces endroits. Alors évidemment, on peut se dire que c'est une sorte de préciosité et qu'il y a une injustice dans le fait que tout le monde ne peut pas profiter de la beauté de ces îles et ne peut pas en jouir. Mais en même temps, il faut se dire que le fait que des tout petits arpents, des petits îlots de corail préservés dans leur origine biologique soient conservés comme ça par une agence civile, c'est un miracle, c'est un stimulant. Le fait comme ça de se dire, quand on reviendra dans nos villes, qu'il y a ces petits endroits qui sont inaccessibles, mais qui existent dans leur préservation, dans leur souveraineté, dans leur beauté, à mon avis, c'est une forme de consolation. C'est un début de mission bien laborieux pour les militaires. Ils inaugurent leur présence sur Juan de Nova par le déchargement des 12 tonnes de fret livrées par les marins. Carburant, matériel, meubles, vivres, eau, de quoi tenir au moins 3 mois. Le Champlain ravitaille les îles Éparses 4 fois par an. Un effort nécessaire pour que le drapeau tricolore puisse flotter sur ces rivages du bout du monde. En explorant l'île, Sylvain découvre les vestiges d'un temps révolu. Cette maison appartenait à un industriel, Paturo, qui entre 1950 et 1970 a essayé de lancer une entreprise d'exploitation d'un minerai qui s'appelle le minerai phosphaté, qui est à la surface de l'île, qui n'a pas marché. Et l'île a été rendue à partir de 1970 à sa préservation naturelle. Alors évidemment, il reste encore des traces de la présence de l'homme, notamment dans ces espèces d'arbres comme le filao, qui sont venus avec l'homme et qui ne sont pas repartis quand l'homme, lui, est parti. Mais enfin, l'île revient à sa dimension naturelle. Si Hector Paturo abandonne l'île de Juan de Nova, c'est aussi à cause du scandale qui éclate en 1968. À la suite de violences, la police intervient. Les ouvriers venus de l'île Maurice et des Seychelles révèlent des conditions de travail inhumaines. Paturo exerce sur ses employés un pouvoir tyrannique. Châtiment corporel, salaire de misère
et même droit de cuissage. Un article du journal Le Monde dénonce l'île aux esclaves. Ces événements peu glorieux marquent la fin de l'exploitation du phosphate sur Juan de Nova. Il y a un syndrome de l'île déserte qui n'est pas le syndrome du paradis retrouvé, qui n'est pas le syndrome du bon sauvage de Rousseau, qui n'est pas le syndrome de Robinson Crusoe recréant la civilisation, qui n'est pas le syndrome de la volupté reconquise, ça c'est Gauguin au milieu de ses Vainés, mais qui serait au contraire un syndrome de l'enfermement psychiatrique, lequel conduirait à la tyrannie. C'est arrivé parfois. C'est arrivé à Clipperton, c'est arrivé avec les naufragés du Batavia. Soudain, un des naufragés prend le contrôle de la société de naufragés et devient un despote. Et ce syndrome tyrannique sur une île déserte, il peut être expliqué par beaucoup de choses, par un déterminisme géographique. On est isolé, on est enfermé, on est dans l'anonymat du vide océanique, personne ne vous regarde, personne ne vous contrôle. Vous pouvez tout à fait exprimer votre nocivité sur une île déserte, en toute impunité. Et à ce moment-là, l'île déserte ne devient pas uniquement le lieu du paradis terrestre descendu des étoiles et offert à l'homme alangui sur les bancs de sable, mais ça devient en fait un petit goulag de corail. Le déchargement va bientôt prendre fin. Le temps pour Sylvain de rejoindre la zone la plus inhospitalière de l'île. Quand on voit ces coraux affûtés comme des poignards, on ne peut pas s'empêcher de penser aux victimes des grandes tragédies portugaises de la fin du XVIe siècle, avec toute cette noria de naufrages dans les îles éparses. Les cartes du XVIe siècle étaient très approximatives. Les îles éparses n'étaient pas signalées et les navires qui s'aventuraient dans ces eaux prenaient des risques incroyables. Il existe de nombreux récits de bateaux portugais faisant naufrage sur ce genre de récif. Les rescapés passaient des jours en équilibre sur les rochers coupants, essayant de ramasser les débris de leurs embarcations pour reconstruire des radeaux et tenter de rejoindre le Mozambique. Certains ont réussi. Leurs récits sont des litanies de prières et de souffrances. Mais ça serait trop facile de considérer que la cartographie moderne a résolu le problème de la navigation dans les îles éparses. La preuve, c'est qu'il y a encore beaucoup de naufrages récents sur ces récifs et quelques épaves qui ont été soulevées par les tempêtes et amenées jusqu'à la lisière des Silao, comme ce chalutier derrière nous. Sylvain savoure ses dernières heures sur l'île. Sur la pointe ouest de Juan de Nova, 1 million de sternes donnent à la plage de sable fin un petit air hitchcockien. Une multitude qui réconforte. Malgré les convoitises humaines tout au long du XXe siècle, les oiseaux sont restés les rois de l'île. Avant de poursuivre sa pérégrination à travers les îles éparses, le Champlain s'arrête quelques heures à Mayotte pour charger une tonne de fret à livrer lors de sa prochaine escale. Les îles de Mayotte appartiennent géographiquement à l'archipel des Comores. Depuis 2009, elles sont un département français. Le nom de Mayotte revient souvent dans l'actualité à cause des nombreux problèmes économiques et sociaux qui se concentrent sur ce petit bout de France. Après avoir chargé plus d'1 tonne de matériel, le Champlain peut appareiller en direction des Glorieuses. Au soleil couchant, le bateau lève l'ancre et tourne le dos au relief de Mayotte. Vu de la mer, l'île offre à Sylvain un visage immuable. Quand on quitte le lagon de Mayotte par la passe du sud au soir tombant et qu'on commence à voir ces gloires de soleil qui percent les nuages, on ne peut pas s'empêcher de penser que la seule chose qui n'est pas variée depuis les premières navigations portugaises jusqu'à aujourd'hui, c'est le paysage.
Il faut penser à l'électrochoc que devait ressentir un marin de la civilisation européenne de la fin de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, quand il découvrait les archipels. Parce qu'il faut se rendre compte que les sociétés occidentales étaient corsetées dans un rapport social, aristocratique, religieux, avec la mainmise ecclésiastique dans les psychismes. Et tout à coup, on arrivait dans des territoires de sauvagerie et de sensualité violente, certes, mais extrêmement proche de la nature. L'électrochoc devait être incroyable. Tout à coup, on arrêtait de penser au temps en termes chrétiens, mais on était dans l'immanence, dans l'immédiateté. Le soleil qui tombait sur les terres volcaniques, la mer qui offrait ses fruits, la violence du ciel, la violence de la terre. On n'était plus dans l'espérance d'une vie éternelle. Il fallait rafler tout de suite. Et de toute façon, à 18h, le soleil se couchait. Donc il ne s'agissait pas de penser à la vie éternelle, il s'agissait d'accepter la vie et de consentir à elle. De toutes les îles éparses, celle des Glorieuses est sans doute la plus idyllique. Un petit paradis au littoral de sable délicat, une pastille de 3 km de diamètre, restée inhabitée jusqu'à la fin du 19e siècle. En 1878, un réunionnais du nom d'Hippolyte Caltot rompt cette solitude et plante une cocoterie qui sera exploitée jusqu'en 1958. Les météorologues installeront ensuite une station pendant une dizaine d'années pour guetter les terrifiants cyclones de l'océan Indien. Depuis 1973, ils ont été remplacés par un détachement de 14 légionnaires et d'un gendarme présent en permanence sur l'île. Alors voilà que je débarque sur le rivage des îles Glorieuses et je me retrouve ici dans la représentation la plus caricaturale et la plus aboutie de l'île paradisiaque, le sable blanc et l'eau turquoise. C'est-à-dire qu'on verrait ici une troupe de naïades arriver qui vous passerait autour du cou des colliers de coquillages et des fleurs d'hibiscus. C'est sûrement pas des légionnaires. C'est là tout l'intérêt des îles éparses, c'est d'offrir une population qui les habite et qui est tout à fait aux antipodes de l'impression qu'elle vous livre. Il y a un poème de Pascal Bonetti, Par le sang versé, qui parle de la Légion étrangère et surtout qui parle de cette capacité de la Légion à absorber dans son corps institutionnel toute personne qui voudrait oublier sa biographie, se faire pardonner son passé à condition de servir la cause et la patrie. Tous les gens qui sont ici, sur les îles Glorieuses, appartiennent à la Légion, qu'ils viennent de Pologne, de Russie, d'Espagne, du Népal, d'Italie. Ils parlent tous le français, et un bon français, c'est leur ciment. Et je trouve ça formidable que des légionnaires incarnent ici la souveraineté française, parce que ce sont des hommes qui ont choisi la protection de la Légion et la patrie de la langue française pour défendre un idéal, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Sylvain veut profiter des dernières heures de jour pour accompagner la gendarme dans sa tournée d'inspection. Telle la veilleuse d'un chemin de ronde, elle est la vigie des Glorieuses. On est là pour le comptage des traces de tortues, mais également pour ramasser les déchets. En fait, tout ce qui est jeté, qui vient de loin. C'est fréquent ? Sur la semaine dernière, 1400 kilos. 400 kilos 1400. 1400 kilos en une semaine? Non. En un mois? Non, en une journée. En une journée? C'était énorme. 1400 kilos. Beaucoup de savates, des brosses à dents, des briquets, des bouteilles. Quand il y a des grosses marées, là, on ramasse beaucoup. Mais ça vous déprime pas? Ah, c'est juste horrible, en fait. Un truc si joli, pollué autant, quoi. C'est pas possible que ce soit que des choses qui soient tombées comme ça par hasard.
Ah ben non. La plupart, ça a été jeté. Une bouteille en verre, ça peut pas s'envoler. C'est fou que la même espèce soit capable de laisser comme trace la chapelle Sixtine et des déchets sur une plage. Là, elle a fait tout un tour. Elle pond là, après elle revient là, elle passe sur le bois. La pauvre chérie. Et où est-ce qu'elle a pondu alors? Là, juste derrière, là. Ah ouais. Où il y a Donc là, en ce moment, il y a des œufs qui couvent là. Oui. Et ils vont avoir du chemin, les pauvres petits. Eh oui. Après, la marée, quand elle a dû monter, la marée, elle était... Bah oui, mais regardez, ils vont devoir passer, c'est un franchissement d'obstacles en fait. C'est ça, la sélection naturelle. Bah oui, mais enfin quand même, quel travail pour eux. Ouais. S'ils arrivent à la mer, on les appellera Indiana Jones. Un bâton de sucette. C'est bizarre aussi de trouver ça là. Des morceaux de corde. Chef, quand vous faites votre tournée, vous êtes en uniforme? Je suis identifiable en fait. C'est ça, vous mettez votre... Un polo bleu, enfin un truc marqué gendarmerie. Mais vous voyez, ça, là aussi, on touche à quelque chose du symbole de la souveraineté qui est très beau. L'idée de penser qu'un gendarme, tous les matins, va se revêtir de son uniforme, enfin pas son uniforme, mais des habits avec les signes de l'autorité, pour faire le tour d'une île où il n'y a personne. Souvenez-vous, dans le roman de Robinson Crusoe, Robinson, le soir, il fait très attention à se mettre en costume quand il dîne tout seul. Pour pas devenir fou, je dis pas que vous vous mettez en uniforme pour éviter la folie, mais simplement lui, comme il faut pas qu'il devienne fou, il se met en uniforme parce qu'il pense que pour bien se tenir, il faut se comporter solitairement comme on se comporte en société. Ouais. Alors c'est très beau. Ah, voilà. Voilà. Un déchet. Donc on trouve... Saloperie. Alors voilà. Essayons de comprendre ce que c'est que ça. C'est une pièce articulée dont nous allons retrouver l'usage afin de remonter la filière. Quand je fais le tour, en fin de compte, c'est ça qui prend beaucoup de temps, c'est le ramassage, quoi. Je crois que j'ai jamais fait quelque chose d'aussi utile de ma vie. Non mais franchement, j'ai le sentiment, au lieu d'écrire des livres où je raconte des espèces d'idées abstraites, là j'ai fait quelque chose de concret. Je pourrais dire que j'ai contribué à la... Au ramassage. Non, c'est un coquillage. Ouais, c'est un coquillage. Tenez, voilà votre brosse à dents. Vous me disiez qu'on trouvait des brosses à dents. Vite, une enquête ADN. Le rose, le violet, le bleu de la mer. C'est l'heure des crabes. C'est juste magnifique. On ne peut pas sauter de la tête que ça fait partie des îlots qui sont les plus menacés par la montée des eaux. Ah oui, la morphologie, en fait, ça a complètement changé en un an. Les plages, elles étaient plates, maintenant elles sont inclinées. Oui, mais chef, il faut toujours voir le côté positif du désastre imminent. Plus l'océan monte et plus la patrouille du gendarme sera courte. Je ferai juste le tour du drapeau. Et ce sera la souveraineté de la France plantée sur le cauchemar. Voilà, ça serait triste. Hein. Ben oui, ça serait triste, mais ça... Vraiment triste, là. Il semblerait que ça le soit déjà. Avant de remonter à bord du Champlain, Sylvain souhaite partager l'un des rituels des îles Éparses. Bienvenue dans ma gendarmerie. Allez-y, asseyez-vous. La gendarme se fait postière et dévoile un trésor philatélique, héritage d'une ancienne tradition des terres australes et antarctiques françaises. Toutes les sortes de timbres qui sont faits par l'État. Je vais vous en prendre, moi, quelques-uns, si vous permettez. Comment ça se passe? Alors, vous avez les cartes vous choisissez là les timbres. Donc, il y a des numéros. Donc, vous me dites les numéros que vous voulez. Vous ne voudrez pas prendre le gendarme, vous voyez pas ça comme... Non. C'est pas contre vous, mais je trouve que c'est plus joli les dessins. C'est magnifique. 3 bateaux, s'il vous plaît. Alors, dans votre planche numéro 24. Magnifique. Je prends toute la planche, superbe. Voilà, je prends toute la planche. Et puis, du coup, il faut que je prenne 6 cartes postales. Et après, je vous règle.
Personne ne vit en glorieuse, donc théoriquement, on vend ces timbres en fin de compte aux militaires qui sont du détachement et aux navires qui viennent pour les ravitaillements. Il y a quelques temps de ça, on a eu le prince de Monaco qui est venu, a signé notre livre d'or. Je vais vous demander d'ailleurs de le signer aussi, si vous voulez bien. Quand on arrive sur l'île Glorieuse, on est atteint par le syndrome de l'île déserte. On aurait envie de ne jamais en partir. Il le faut pourtant, car sur ces copeaux de corail crachés par des volcans, l'homme ne doit pas laisser plus de traces qu'une tortue dans le sable, ni pondre autre chose que des rêves. Merci pour votre accueil et merci de donner au terme Robinsonade une dimension historique, politique et mythique. Sylvain Tesson, écrivain de marine à bord du Champlain. Merci. Merci. Il faut contourner Madagascar par sa pointe nord pour continuer le voyage. La dernière des îles éparses est encore loin. On peut toujours se poser la question de savoir pourquoi l'État français consacre une telle débauche d'énergie, de moyens, de compétences et de soins à sauver des frégates et des tortues. Est-ce que subitement les autorités seraient devenues extraordinairement soucieuses de la protection de l'environnement? Si on a très légèrement l'esprit fouineur, on se dit qu'il y a certainement une sournoiserie là-dedans et une perfidie. Et immanquablement, on se dira qu'il y a des ressources pétrolières, des hydrocarbures, des ressources en gaz, des poches qui dorment sous ces atolls coralliens, et que c'est la raison pour laquelle, en fait, on fait semblant de défendre les trésors écologiques parce qu'il y a l'arrière-pensée de l'exploitation future des hydrocarbures. Mais on peut toujours dire ça. N'empêche qu'en ce moment, il y a un miracle qui se passe dans le canal du Mozambique, c'est que ces îles éparses sont préservées. Elles sont soustraites aux problèmes de pêche illégale qui ne manqueraient pas d'arriver si la souveraineté française cessait d'être exercée sur ces îlots. Elles échappent grâce à la présence militaire au pillage et on peut d'abord se réjouir de ça avant de commencer à s'inquiéter de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Cela dit, il faut avoir évidemment, pour ne pas pécher par un excès de naïveté, il faut avoir l'idée qu'il y a aussi la nécessité de conserver peut-être des trésors énergétiques futurs. Depuis décembre 2017, une nouvelle loi a mis fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures sur l'ensemble du territoire. Le Champlain fonce à bonne allure vers l'ultime étape de son périple, l'île de Tromelin, au passé tragique. Pour Sylvain, ce sera l'étape la plus émouvante du voyage. Bonjour à tous. Nous faisons route au 130 et allons gagner le mouillage de Tromelin à 8 heures. En juillet 1761, un bateau de Bayonne fit naufrage à Tromelin. 2 mois plus tard, les 122 marins français rescapés prirent à la mer sur un radeau de fortune, promettant aux 60 esclaves de revenir les chercher. On les oubliera peu à peu et il faudra 15 ans pour tenir la promesse. Et quand le chevalier de Tromelin abordera l'île en 1776, il ne trouvera que 8 survivants, 7 femmes et un bébé. Tout cela pour conclure que l'affirmation de la souveraineté française sur ces îles sert à la fois à protéger la nature, à conserver les ressources pour l'avenir, mais aussi à se souvenir du passé. Le sort des esclaves abandonnés sur Tromelin a ému les intellectuels français de la fin du XVIIIe siècle. En 1781, dans sa plaidoirie pour l'abolition de l'esclavage, Condorcet fit référence à cette tragédie qu'il dénonçait comme un acte d'inhumanité impardonnable. Le navire L'Utile se brisa sur les récifs. Le capitaine en perdit la raison. Castellan, le second, prit le commandement et sa ténacité permit de sauver la plus grande partie de l'équipage. Il fit creuser un puits et construire une chaloupe de fortune avec les débris de bois échoués. Mais l'embarcation était bien trop petite pour contenir tous les rescapés.
Castellan dut se résoudre à abandonner les esclaves. Il leur promit de revenir les chercher au plus vite. Dès qu'il atteignit les côtes de Madagascar, il tenta tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son engagement. Mais la guerre contre l'Angleterre rendait la navigation dangereuse et la Compagnie des Indes fit faillite. 15 longues années après le naufrage, le chevalier de Tromelin sauva les seuls survivants, 7 femmes et un bébé. Ils furent déclarés libres et recueillis dans la maison du gouverneur de l'île Maurice. Le bébé fut baptisé Moïse et sa mère, Ève. Le Champlain fait halte quelques heures seulement. Ici, pas de détachement militaire et donc pas de fret à livrer. L'exemple du tragique naufrage de l'Utile force à la prudence. Les abords de Tromelin sont dangereux. En quelques brasses, le fond se perd et l'océan nourrit de traîtres rouleaux qui s'abattent sur les embarcations. Il faut gagner le rivage en nageant pour finalement poser le pied sur l'île. On débarque sur cette île avec une impression d'arriver sur un atoll paradisiaque. Et en fait, on est sur un haut lieu de la souffrance et de la mémoire. Et c'est pas totalement anodin de prendre pied sur ce genre de plage. C'est l'effet que procurent certains lieux sur les êtres. On a l'impression que la tragédie de l'histoire a fécondé un lieu géographique. Ça s'appelle un haut lieu. Moi, je suis très sensible à ça. Tromelin, c'est la désolation d'un plateau rocheux, balafré d'une piste d'atterrissage. Quelques arbustes rabougris et une multitude de fous à pieds rouges, sur lesquels veillent en permanence 3 agents d'Étaf. Les heures sont comptées, le Champlain doit bientôt appareiller. Sylvain veut rendre hommage aux esclaves abandonnés. Le temps de convoquer les ombres et de fouler de ses pas le sol ingrat sur lequel ils survécurent. Il y a fort à parier que quand on passe les 2 ou 3 mois de sa mission sur l'île, on entende l'écho de cette vieille histoire de Tromelin. Ça s'appelle la conversation avec les fantômes. Pour peu qu'on ait un sismographe intérieur un peu sensible à ce genre de vibrations, il est certain qu'on ne doit pas avoir toujours des nuits paisibles. Oui, ça fait 1 heure que j'ai commencé le tour de l'île et je suis déjà fatigué, je sens la brûlure de soleil. Je m'imagine ce que ça a été de vivre 15 ans avec des enfants sur cette île, avec l'espoir qu'une voile apparaîtrait au loin sans que jamais elle n'apparaisse. 15 années à boire de l'eau saumâtre, à chasser des tortues, des oiseaux, à vivre ici, sans bâtiment, sans ombrage. C'est incroyable, c'est une histoire de survie telle que probablement on a peu connu l'histoire humaine. D'habitude, dans ces hauts lieux de la souffrance, il ne reste rien. Je pense aux champs de bataille, par exemple, où rien n'indique qu'il y ait eu des combats. Ici, il y a un objet qui est resté planté, là, dans le récif, l'encre. C'est l'encre de l'Utile. Elle est rouillée, elle crève la surface comme un croc de boucher, comme si elle retenait en fait la mémoire. C'est la banderie de la honte. En voilà une qui dit non, il ne faut pas oublier. Regardez, je suis planté là, devant le ciel, devant l'horizon. Chaque vague me crève. Je la déchire et je me tends comme un doigt dressé pour que vous n'oubliez pas. Allez, à l'eau.
lorsqu'on nage jusqu'à l'ancre de l'utile et qu'on reste un moment à s'y agripper, parce qu'il y a des courants qui vous entraînent, on ne peut pas s'empêcher d'entendre les coups de boutoir, comme un métronome du ressac qui tape et qui tape sans cesse depuis des siècles. Il y a 250 ans, ce sont ces mêmes vagues, ce même coup de boutoir, toujours répété, toujours recommencé. Ce sont eux qui ont précipité le bateau sur le récif et qui ont entraîné la catastrophe. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement le même son, le même bruit, les mêmes coups de boutoir, le même métronome, le même solfège. Sauf que, au lieu de nous précipiter vers le malheur, eh bien ces coups de boutoir nous disent « N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas ». C'est ça qu'on entend. La mission se termine. Le voyage se bouclera dans 2 jours, à La Réunion. Le Champlain a vidé ses cales et l'équipage a rempli son esprit d'images inoubliables. Ces confettis de France, dispersés autour de Madagascar, ont révélé toute leur richesse. Loin d'être anecdotiques, elles sont au cœur d'enjeux environnementaux et stratégiques majeurs. Elles sont aussi de fabuleux refuges oniriques. Les îles Éparses et leurs rivages préservés offrent une consolation poétique à la course effrénée du monde et du temps. On pourrait se dire aujourd'hui, on a fait le tour de la planète, on connaît tout, on sait tout. En fait non, hein, ces éparses, c'est justement le vestige de ces choses méconnues qu'on découvre encore. On a encore plusieurs hypothèses qui restent. Voilà. Donc, toutes ces choses-là m'attiraient vraiment. Hein. D'ailleurs, je n'osais même pas espérer un jour y aller. Et j'ai réussi à le faire avec ce bateau. C'est un rêve qui s'accomplit, hein. C'est vraiment quelque chose... on ne peut pas forcément y penser, même quand on rentre dans la marine en se disant j'irai mettre un pied sur Tromelin, j'irai mettre un pied sur les Îles Glorieuses. Et voilà, donc c'est à la fois effectivement un mélange d'exotisme, de romantisme et puis de mystère. Il y avait ce jeu quand on était enfant qui consistait sur une page blanche à relier les numéros pour faire apparaître un dessin. On a l'impression que c'est ce qu'a fait le Champlain. Il n'a pas tracé une ligne, il a tracé un sillage entre des points éparpillés qui étaient les îles Éparses. Une constellation autour de Madagascar. Ça dessine presque un cercle d'ailleurs de la Réunion à la Réunion. La question qui jaillit est quel sera l'avenir des îles Éparses? Il faut souhaiter ardemment qu'elles restent sous l'administration des TAF dans l'escarcelle française. Et il faut le souhaiter ardemment pour 2 raisons. D'abord parce que la France est une nation littéraire, plus que toute autre. Et c'est donc elle qui peut endosser le mieux cette part de rêve, cette part théâtrale, consistant à assurer une présence humaine sur des cailloux oubliés, avec des soldats qui lèvent les couleurs chaque jour, devant le néant, dans le vent, devant le vide. Et puis deuxièmement, parce que ces îles sont des réservoirs de vie fragiles et menacés, et si nous les abandonnons, ce ne seront pas les requins et les tortues qui viendront y prospérer, mais ce seront d'autres prédateurs, économiques ceux-là. Et alors à ce moment-là, ça en sera fini de ces pastilles préservées, qui sont les témoins du temps où l'homme n'avait pas encore déclaré la guerre totale contre la nature. Dans les sous-sols du Muséum d'histoire naturelle de Paris, l'histoire de la vie et celle de la science
se racontent le long des rayonnages. Dans ces archives, des millions de spécimens alimentent les recherches de scientifiques venus du monde entier. Une collection inestimable que les héritiers des naturalistes du XVIIe siècle continuent d'enrichir grâce à des aventures hors du commun. Serge Plane parcourt les océans depuis plus de 20 ans pour percer les mystères des écosystèmes coralliens. Aujourd'hui, il s'apprête à embarquer pour une aventure scientifique rare à la recherche d'indices qui permettraient de compléter le gigantesque arbre du vivant. Il a rendez-vous avec Bruno David, le président du muséum, qui accueillera dans ses collections les futures découvertes de Serge et ses équipes. Ça intrigue l'idée, je pense. Il y a une qualité de peinture fantastique. Hein. Oui. Clupéa. Baliste. Là, on est plus sur des poissons tropicaux. Ah là, on est vraiment sur du tropical. Ouais. Dessiné au crayon, on voit bien, et repassé à l'encre. Oui, il repassait à l'encre. Pour compléter les inventaires historiques de biodiversité, Serge va rejoindre l'autre bout du monde et explorer un royaume perdu au milieu du Pacifique, l'archipel de Wallis et Futuna. Sur Futuna, on n'a pas d'inventaire vraiment complet. Il y a eu des passages, plusieurs passages, parce que évidemment c'est un peu isolé dans le Pacifique, mais il n'y a pas vraiment d'inventaire un peu complet, notamment en corail. On n'a pas de liste d'espèces modernes, on va dire, corail. Alors on a essayé de retrouver un petit peu ce qu'il y avait, mais on n'a pas trouvé beaucoup d'informations. On est un peu dans une espèce de flou par rapport à ce qu'on va trouver, voilà. Pour atteindre ces îles aux confins du Pacifique Ouest, Serge avait besoin d'un navire équipé pour les voyages au long cours et les expéditions scientifiques. La goélette Tara. Durant 2 ans et demi, le navire et son équipage vont parcourir les îles du Pacifique en quête de données sur les bouleversements climatiques qui frappent les récifs coralliens. Pendant les premiers mois de cette aventure baptisée Tara Pacifique, les scientifiques ont découvert des récifs en souffrance et une biodiversité menacée. Sur des dizaines d'îles, les membres de l'expédition ont collecté des milliers d'échantillons qui permettront demain d'en apprendre davantage sur cet océan en pleine mutation. Après avoir traversé la moitié de l'océan Pacifique, Tara s'apprête à jeter l'ancre à Wallis et Futuna, le territoire français le plus éloigné de la métropole. Un archipel fait de 2 îles très différentes et dont les richesses naturelles restent encore à découvrir. Martin de Nico. Ouais, Nico, ça va faire. Ok, alors c'était juste pour te dire que je voyais la passe sur bâbord, à peu près 400 mètres, dans à peu près 10 heures. Donc je pense qu'il faut continuer un peu comme ça et après vraiment se présenter perpendiculaire à la passe pour rentrer dedans. Ok, on va mettre de la barre à gauche. Merci Nico. Wallis! Avant de débuter son enquête dans les eaux de l'archipel, l'équipage de Tara va devoir se plier à un protocole qui remonte aux premiers âges du peuplement de ces îles. Rencontrer leur roi. Ils sont 3 souverains à se partager l'autorité sur le territoire.
Et même si Wallis et Futuna dépendent officiellement de la République française, l'autorité coutumière occupe toujours une place primordiale. Sans l'accord des chefferies, la mission de Tara pourrait bien prendre fin dans le port de Mata-Utu avant même d'avoir commencé. Entouré de ses ministres et des chefs locaux, Tominico Alagaou, roi de Wallis, tient entre ses mains l'avenir de l'expédition. Rares sont les scientifiques à avoir approché ces hommes, les gardiens de l'archipel. Comme le veut la coutume, le kava, la boisson du Pacifique, circule parmi les membres de l'équipage dans l'attente du verdict du souverain. C'est la seule équipe qui était venue à Futuna déjà, ça remonte à 36 ans maintenant. Et qui était venue Il faut argumenter, convaincre, rassurer l'Assemblée sur l'objectif scientifique de la mission. Une continuité aussi par le CRIOB, avec les relations aussi avec la direction de l'environnement. Martin Hertaud, le capitaine de Tara, a apporté avec lui les récits des voyages du navire, des tours du monde, des hivernages dans les glaces de l'Arctique. Le roi de Wallis découvre pour la première fois la vie d'un bateau polaire. Un cadeau en forme de laissez-passer. L'équipage va bientôt pouvoir commencer son travail dans les eaux de Wallis et Futuna. Merci à vous d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour venir rencontrer Sa Majesté ici à son humble demeure. Nous savons la noblesse qui vous anime et surtout la mission qui vous incombe. C'est quand même une mission qui est devenue une priorité planétaire, celle qui est de veiller sur l'environnement. Soyez remerciés de la mission que vous souhaitez entreprendre et surtout d'inclure Wallis et Futuna dans le giron de la mission que vous confère le statut de Tara. Merci à vous, commandant. Sa Majesté vous souhaite la bienvenue. Alors il est en aluminium et il a cette forme parce qu'en fait c'est un bateau qui a été fait en 1989 et il a été construit pour aller dans la glace. Il a été surélevé comme un noyau d'olive et il a dérivé comme ça, il s'est posé sur la glace et il a dérivé avec la glace. Le plancton, c'est tous les organismes vivants qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls dans l'océan. Ça peut être des méduses, mais aussi comme des petites crevettes. Ou alors, ça peut avoir des formes même complètement géométriques. Pendant que les enfants de Wallis découvrent auprès des marins les coulisses d'une expédition scientifique, certains chefs coutumiers visitent eux aussi pour la première fois l'intérieur d'un navire polaire. La biologiste Gaëlle Kéré les a invités dans le carré de Tara pour leur faire partager ses premières observations après plusieurs semaines de navigation dans le Pacifique. Ce qu'on a trouvé dans les îles Samoa, c'était un constat assez triste. On est tombé sur des récifs qui étaient complètement dégradés et on s'y attendait pas du tout. C'est la sonnette d'alarme, mais est-ce que sur place, ils se sont organisés ou ils vont s'organiser pour reprendre, continuer le... Alors c'est ce qu'on espère, j'espère que ce sera possible. Mais je ne sais pas si ils étaient conscients de l'étendue des dégâts en fait. Nous avons déjà quelque chose de très joli sur notre territoire. Parler d'un lagon qui est dégradé vraiment à un niveau comme les Samoa serait vraiment impossible dans notre réflexion. Nous vivons tous les jours des coquillages, nous vivons tous les jours du poisson. Elle est tellement belle avec cette nature qu'on n'imaginerait pas à un moment la dégrader, l'esquinter. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans les Samoa. Ici, c'est que du corail mort. Ça commence à être envahi par les algues. On voit que c'est récent parce qu'on voit encore toute la structure du récif. Oui. On voit encore les plateaux. Il n'y a pas eu de destruction parce que ça c'est fragilisé en fait. Donc si là, il y a un cyclone qui arrive ou qu'il y a une tempête, tout ça va être détruit. Et ça va très très vite en fait. À partir du moment où le corail meurt, eh ben, il y a d'autres organismes qui s'installent. Pour les habitants de l'archipel, l'équation est simple. Sans un écosystème en bonne santé, la vie ne sera peut-être plus permise sur leurs îles.
Ils peuvent espérer que l'inventaire mené par Tara pourra calmer leurs inquiétudes en les informant sur les transformations en cours sous la surface. Hands on, grinding forward. Forward. No, forward. No, that's backward. Forward. Okay, we're good. Let's go. Go nice and easy. All together. Come on, guys. Allez. Allez. Us. You're halfway through. Ils sont 16 à bord, à avoir mis le cap sur Futuna, au sud-ouest de Wallis. En 2 semaines, les marins et les scientifiques vont devoir collecter un maximum de données avant de poursuivre leurs aventures vers d'autres îles du Pacifique. Ouais, c'est ça. Sur la carte marine, elle est là. Serge Plane a réuni autour de lui des spécialistes du monde marin qui vont chacun conduire un inventaire sur des espèces différentes. L'Américain Jeff Williams fera équipe avec Serge pour inventorier les poissons. Olivier Thomas, venu d'Irlande, étudiera les éponges. Pauline Bosserel et Gaël Quéré travailleront sur les coraux, tandis qu'Émilie Boissin se chargera des ophures. Tous n'auront qu'un objectif, identifier la place de Futuna dans le grand arbre de la vie du Pacifique. Là, c'est le rapport qui a été fait dans les années 80 par l'équipe du CRIOC quand c'était déplacé sur place, donc il y a très très longtemps. Depuis, il n'y a rien eu sur Futuna et sur Alofi. Sur ce rapport, il y a quelques informations sur la distribution de certains groupes. Maintenant, c'est un rapport qui date des années 80, donc c'est 35 ans après. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui auront changé. L'objectif pour nous, c'est de quadriller le plus d'habitats différents, que ce soit des zones frangeantes protégées, des zones, je dirais, de pointe, des zones sableuses, etc., etc. Dans quelques heures, Tara approchera des côtes escarpées de Futuna et de ses eaux presque inconnues. Sur place, d'autres explorateurs sont déjà au travail. Sous la chaleur et les nuées de moustiques, Didier Labrousse et Petelo Savea sont dans leur élément. Ils travaillent tous les deux au service de l'environnement de Futuna et viennent régulièrement effectuer des relevés sur les arbres qui peuplent cette forêt primaire. Aujourd'hui, ils doivent former un carré de 20 mètres de côté à travers la végétation pour commencer un recensement d'espèces végétales. Impeccable, on est à 80 mètres de périmètre, on est bien à 20 sur 20. C'est bon, Petelo, là? Petelo, c'est bon? Ok, tu peux y aller. C'est un transpondeur, là, ça permet à Petelo, donc par télémétrie, eh bien d'avoir la hauteur de l'arbre. Et ensuite, on va mesurer le diamètre, et on va faire ça sur tout l'ensemble de la placette, là. Et pour Petelo, donc ça permettra de faire son inventaire, puis de voir un peu comment la forêt évolue.
Il est un peu particulier, ouais. Il a les racines qui sont... On dirait qu'il est en symbiose avec l'autre, là. Il a les racines qui poussent sur l'autre. La venue du bateau Tara, ça va nous permettre d'approfondir nos connaissances. Il y a quelques inventaires de biodiversité, notamment au niveau marin, qui avaient été faits il y a 10, 15, 20 ans, qui n'ont jamais été complétés, et puis qui changent parce que l'habitat change, parce que le climat change, des fois des catastrophes naturelles qui perturbent les milieux et qui font disparaître des espèces, puis qui en font réapparaître de nouvelles. Ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir des recommandations de la part des scientifiques. Des recommandations qui nous permettront d'agir, d'intervenir, mais aussi de conseiller et puis de prendre des mesures, si besoin était, avec les populations locales et avec les chefferies. Si cette forêt primaire a pu s'épanouir pendant des siècles, c'est que l'îlot qui l'abrite reste encore un sanctuaire. Didier et Pétello sont ici sur l'île d'Alofi, un morceau de terre totalement inhabité, situé à seulement quelques kilomètres des côtes de Futuna. Royaume des oiseaux nicheurs et des esprits qui peuplent les légendes locales, Alofi est un trésor qui reste encore à découvrir. Après une nuit de navigation, Serge et Jeff vont profiter de leur première plongée pour tester leur protocole. En 2 semaines, ils espèrent collecter et identifier plusieurs centaines d'espèces jusqu'à 20 mètres de profondeur autour de Futuna et d'Alofi. Les populations de poissons de Futuna et d'Alofi n'ont encore jamais été répertoriées. Ces collections auront donc une valeur historique, parce qu'elles vont indiquer quelles espèces vivent aujourd'hui autour de ces îles. Après des mois d'enquête sur des récifs fragilisés, les membres de l'expédition découvrent des paysages sous-marins intacts et une biodiversité exceptionnelle. Entre les plateaux coralliens et les tombants, la vie semble avoir échappé au terrible impact du changement climatique. Sous la côte rocheuse d'Alofi, Serge et Jeff vont utiliser une méthode très particulière pour prélever des espèces cachées dans les plus petits recoins du récif. Certaines d'entre elles n'ont jamais été observées vivantes par l'homme. Ils ont emporté avec eux une poudre appelée la roténone, produite à partir d'espèces végétales. Répandue sur les récifs, elle bloque le système respiratoire des poissons et permet aux plongeurs de les capturer facilement. Beaucoup d'espèces ne peuvent pas être prélevées ou observées avec des méthodes classiques, comme le comptage visuel ou la pêche au fusil. Elles ne peuvent être découvertes qu'en utilisant cette poudre qui est dispersée sur de petites zones de récifs et qui pousse les poissons à remonter vers la surface, où nous pouvons alors les capturer avec des filets. Sur le pont arrière de Tara se dévoilent les perroquets, les poissons-pierres, les balistes, les chirurgiens bagnards, les poissons-anges et une multitude de gobies
les invertébrés les plus petits du monde, souvent cachés dans le sable. Les scientifiques doivent s'appuyer sur une analyse visuelle pour reconstituer sur la table les différentes familles et la grande chaîne alimentaire du Pacifique. Ils sont des dizaines à cohabiter dans les eaux de Futuna et d'Alofi, une zone géographique dont la particularité aiguise la curiosité de l'équipage. Ce que nous avons découvert, c'est que certains petits gobies de la zone mélanésienne, qui d'habitude ne s'aventurent pas sur la plaque tectonique du Pacifique, sont en fait présents à Futuna. Cette espèce de goby, par exemple, qu'on ne trouve qu'autour de l'Australie, de la Mélanésie ou de l'ouest du Pacifique, ne s'observe normalement jamais par ici. Mais ici, nous découvrons qu'elle a pu franchir la barrière qui la sépare de son habitat initial pour atteindre Futuna. Il semble que ce soit une espèce très commune ici. Ce poisson-là est un de ses proches cousins. Cette espèce est une espèce endémique de la plaque pacifique. On la trouve uniquement sur cette zone et dans quelques rares endroits sur sa périphérie. On observe donc à Futuna une superposition de ces espèces, dont une partie vient de la plaque pacifique et l'autre de la zone mélanésienne, ce qui augmente nettement le nombre d'espèces de poissons dans ce secteur. Serge et Jeff ne sont pas les seuls à revenir d'une pêche miraculeuse. Dans les bacs d'Olivier et de Pauline, les éponges et les coraux de l'archipel attendent de livrer leurs secrets. Pour eux aussi, la découverte de très nombreuses espèces sur un espace restreint est une excellente nouvelle. Au milieu d'un océan en souffrance, Futuna et Alofi semblent offrir l'abondance. Mais face à tant d'espèces, la tâche des scientifiques s'annonce énorme. Auront-ils le temps de décoder les secrets de ce monde sous-marin ? Aujourd'hui, on a répertorié environ 33 000 espèces de poissons à travers le monde. On continue à décrire près de 600 nouvelles espèces chaque année. Mais il y a encore une énorme quantité d'espèces inconnues qu'il reste à découvrir. Lors d'une expédition comme celle-ci, on peut trouver entre 20 et 50 espèces nouvelles pour la science. Et la seule manière d'y arriver est d'aller dans des îles comme ici, où personne n'est jamais allé, collecter des spécimens, les photographier, prélever des échantillons de tissus pour les analyses génétiques et ensuite les conserver dans les musées. Après leur première plongée, Émilie et Gaël ont rapporté à bord un échantillon de corail suspect. Avec ses branches où bourgeonnent d'étranges boules calcaires, elles peinent à classer ce corail dans la grande bibliothèque des espèces. Pour pénétrer au cœur du vivant et dévoiler la structure de certains organismes, les membres de l'expédition vont s'appuyer sur Julie, une biologiste spécialisée dans la génétique. Elle est venue à Futuna pour tester un prototype de séquenceur ADN portable appelé le Minayon. L'intérêt d'utiliser le Minayon pour un projet comme Tara Pacifique, c'est de pouvoir justement faire du séquençage au plus proche du site d'échantillonnage. Lorsque on a affaire à une colonie que l'on a du mal à identifier en fonction de sa morphologie, eh bien, des données moléculaires comme du séquençage d'ADN peut nous aider justement à identifier l'espèce à laquelle on s'intéresse. De la taille d'une clé USB, le Minayon va permettre d'analyser à bord la structure génétique des échantillons prélevés par les plongeurs. En comparant les résultats obtenus à une base de données, Julie pourra indiquer avec certitude le genre et l'espèce d'un échantillon de corail, de poisson ou d'éponge. La génétique va permettre à l'expédition d'aller encore plus loin dans son enquête sur la biodiversité de Futuna. L'eau qui entoure le récif corallien abrite des milliers d'organismes microscopiques encore totalement inconnus et que la génétique va aider à dévoiler. Ce qui va nous intéresser dans l'étude du génome des coraux, ce n'est pas seulement l'animal, qu'est le corail, il y a aussi les bactéries, les virus, qui jouent un rôle dans l'équilibre de ces récifs coralliens. Le Minayon n'en est qu'à ses débuts. Pour révéler l'identité du mystérieux corail,
Julie va devoir éprouver les limites de cette technologie et patienter jusqu'au lendemain en espérant des réponses. À quelques kilomètres des côtes de Futuna, certains insulaires s'aventurent sur l'îlot d'Alofi pour y prélever de quoi subsister. Les hommes ont su trouver sur cette terre vierge le bois nécessaire à leurs habitations et des parcelles à cultiver. Au milieu de cette forêt dense et inhospitalière, ils se sont tracés des sentiers pour exploiter les richesses de l'île. Pour les cultivateurs et les chasseurs de crabes de cocotiers, la journée de travail s'achève sur la plage. Pour d'autres, elle ne fait que commencer. Pour faire l'inventaire de la flore, finalement, il faut parcourir énormément de distances et aller dans plusieurs endroits. Mon objectif, moi, c'est d'aller au sommet. Le sommet, le mont Kolofa, où il est ici. Une sorte de crête sommitale. Donc c'est de partir de la plage d'Alofitei et de traverser toute la forêt, d'aller au sommet, de camper. Et moi, de là-haut, je vais prospecter la crête qui va vers l'Oka. Plutôt cette crête, parce que celle-là, je l'ai déjà faite dans les missions précédentes. Et à l'heure actuelle, après trois missions à Lofi, j'ai rajouté 110 espèces de plantes nouvelles pour Wallis et Futuna. Didier et Petello ont accueilli à Alofi l'un des meilleurs connaisseurs de la flore du Pacifique. Jean-Yves Meyer est botaniste et arpente les îles à la recherche de plantes rares ou longtemps considérées comme disparues. Pendant plusieurs jours, les trois hommes vont s'aventurer sur les hauteurs difficiles d'accès d'Alofi, un territoire jamais exploré par la science. Les inventaires, c'est aller sur le terrain, c'est collecter des spécimens d'herbiers, les presser, les sécher, prendre des photos. On travaille toujours avec peu de moyens, on n'a pas besoin de haute technologie. Quand on pense botaniste, on se dit ouais, c'est les petites fleurs, c'est tranquille, mais en fait c'est assez physique hein, pour atteindre les sommets, pour prospecter des ravins, des falaises. Il faut être à la fois curieux, passionné, mais avoir une bonne condition physique. Il faut vraiment prospecter toute l'île. On a campé ici, on a fait ces crêtes-là. On a fait ça, on a fait à peu près tout la zone intérieure. Il faut tout faire, quoi. Il faut tout faire. Chaud! Dans ce labyrinthe végétal, le botaniste ne peut compter que sur ses yeux pour décrypter l'identité des plantes. Il parvient à les nommer en analysant la forme des feuilles rencontrées sur le chemin qui va le conduire à l'intérieur de l'île. Ça, c'est une plante de la famille des orties, une urticacée, Procris pedunculata, une plante indigène à vaste répartition dans les îles du Pacifique Sud et assez relativement peu commune. Hein. Je la connaissais du mont Phuket à Futuna, je ne me rappelle plus si je l'avais déjà vue ici à Lofi. Donc ça vaut le coup au moins de prendre une photo, puis en plus il y a
des jeunes fruits, là, infrutescence, des groupes de fruits. Celle-là, c'est un beau spécimen. En général, ça peut être très discret en sous-bois de forêt. Donc voilà, c'est peut-être une espèce nouvelle pour l'île, pas nouvelle pour la science parce qu'elle est connue par ailleurs dans d'autres îles du Pacifique, mais peut-être pas encore répertoriée pour l'île d'Alofi, qui réserve toujours des surprises. Parmi les plantes d'Alofi, les espèces d'orchidées pourraient trouver une place de choix dans l'ouvrage que le botaniste est venu compléter ici. La méthode utilisée pour alimenter cet inventaire botanique reste inchangée depuis des siècles. Là, je viens de prélever et d'échantillonner une orchidée terrestre, Calanthe triplicata. Donc, j'ai pris notamment l'inflorescence avec les fleurs. C'est sur les caractères des fleurs et de l'inflorescence qu'on va pouvoir déterminer l'espèce. Et la feuille entière avec ses grandes nervures parallèles. Donc ça, on sait que c'est une orchidée. Il n'y a pas de souci. Cet échantillon va être pressé, il va être séché. Il va être ensuite étiqueté avec une vraie étiquette d'herbier et déposé dans un herbier. Alors ça peut être soit l'herbier du Muséum d'histoire naturelle de Paris, soit l'herbier de Nouméa. J'ai pas une presse en bois parce que je voyage léger. C'est en rentrant à Futuna que je vais mettre dans une presse en bois. Donc c'est vraiment artisanal. Hein. Au cœur de la saison cyclonique, Futuna et Alofi prennent soudain un autre visage. Amarré au port de Futuna, Tara n'a pas pu braver une mer devenue dangereuse. Pour les scientifiques, l'inventaire doit se poursuivre malgré la pluie. Et sous la surface, certains équipiers s'apprêtent à découvrir des merveilles. Sur les récifs coralliens de Futuna, la tranquillité n'est qu'apparente. Au fond des mers, comme à terre, la nature a horreur du vide. Dans cette forêt sous-marine où cohabitent plusieurs centaines d'espèces, une guerre silencieuse se joue pour le contrôle du territoire. Les coraux se livrent ainsi à une lutte féroce contre des espèces venues des premiers âges de notre planète, les éponges. Olivier Thomas étudie ces éponges qui comptent parmi les espèces les plus méconnues des océans. Elles jouent pourtant un rôle fondamental dans l'équilibre des récifs en filtrant l'eau de mer. Le champ de découverte en termes de diversité biologique sur les spongiaires, il est absolument formidable. Hein. On connaît aux alentours de 10 000 espèces d'éponges aujourd'hui. On considère très clairement qu'on est en dessous de 10% de ce qui peut être connu. Donc on en découvre tous les jours. Il y a des éponges carnivores qui ont été découvertes, les premières il y a une quinzaine d'années seulement, dans les gorges de Marseille. Donc c'est un champ qui est complètement nouveau, qui est récent, on va dire presque. Contrairement au corail, l'éponge ne dispose d'aucun squelette pouvant la protéger des prédateurs. Elle a ainsi mis au point une barrière de défense chimique dont la composition moléculaire intéresse la recherche médicale. Robuste et agressive, les éponges ont proliféré dans tous les océans du globe et pourraient demain prendre le dessus sur les coraux dans cette guerre territoriale. On s'aperçoit que les éponges, quelque part, sont en train de s'étendre. Cet après-midi, 1, 2, 3 espèces d'éponges ont représenté 30-40% de la couverture, ce qui est énorme. Hein. On a observé, nous, des dizaines de mètres carrés d'un seul individu sur une surface plane.
Cette vitesse même de propagation, on va dire, sur un espace à 2 dimensions, elle est vraiment très en faveur des éponges par rapport aux coraux. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va se propager? Est-ce que les coraux vont en souffrir? C'est pas du tout sûr, hein, on est d'accord là-dessus. Mais ce qui est très clair, nous, en tant que chimistes, on sait ça depuis très longtemps, les spongiaires sont bien connus pour produire des molécules bien plus agressives en termes de toxicité, en particulier que les coraux. Donc là, on a typiquement un exemple d'éponge qui produisent du mucus, avec des propriétés relativement importantes. Okay, c'est une des valorisations possibles aussi des éponges, de regarder le mucus, ce qu'il contient. On a un certain nombre d'exemples déjà qui prouvent que des éponges à mucus, eh bien, elles ont des propriétés intéressantes pour différents types d'applications, hein, que ce soit cosmétiques ou pharmaceutiques en particulier. Aujourd'hui, j'ai peut-être recensé une trentaine d'espèces d'éponges autour de Futuna. Par rapport à ce qui est connu en Nouvelle-Calédonie ou à Tahiti, je m'attends à découvrir peut-être du 60-70% d'espèces nouvelles. Ces espèces nouvelles sont très souvent associées à des molécules nouvelles, à de la chimie nouvelle. Pour nous, c'est effectivement une chance inégalée de venir ici, de pouvoir découvrir tous ces territoires-là que personne quasiment n'a regardé. On va être les premiers à le faire et je crois que c'est une occasion unique. Et grâce à Tara, bien, on a l'occasion d'avoir en plus tout le tour de l'île couvert. Donc c'est absolument formidable. Pendant qu'Olivier prend la mesure de la richesse de ses découvertes, la génétique à bord de Tara semble enfin apporter des réponses. Après plusieurs heures d'analyse, le séquenceur ADN de Julie est parvenu à identifier l'espèce à laquelle appartient le mystérieux corail prélevé par Émilie et Gaël. Là, ça correspond au graphe de résultats pour le millipora pour lequel tu hésitais entre intricata et dichotoma. La première espèce qui sort et de manière très significative, c'est millipora dichotoma. D'accord, donc c'est du dichotoma. Ouais. Ah ben on a la réponse. Voilà. Et donc j'ai d'autres runs en cours. En cours Super. L'individu sain et l'individu malade. Malade, pour voir s'il y en a une différence dans le microbiome. Et un petit poisson que m'ont donné Jeff et indéterminé. S'ils connaissent l'espèce, enfin ils sont à peu près sûrs, mais on va quand même confirmer. Okay. Alors que le corail révèle sa composition ADN aux scientifiques, les poissons, eux aussi, viendront bientôt compléter les bases de données génétiques des laboratoires. Pour Serge et Jeff, les listes n'ont fait que s'allonger. En moins de 2 semaines, ils ont déjà identifié plus de 500 espèces dans les eaux de Futuna et d'Alofi. Certaines sont impossibles à nommer. Il pourrait s'agir d'espèces jamais observées par la science et d'un pas de plus dans la reconstruction du grand arbre de la vie animale. Les échantillons que nous avons collectés durant cette expédition sont particulièrement utiles pour les études de taxonomie. Pour déterminer si une espèce est nouvelle ou pas, on doit avoir des échantillons représentatifs de toutes les espèces de cette famille. Pour le moment, nous avons découvert au moins 5 espèces nouvelles, mais on va en identifier beaucoup d'autres grâce à l'analyse génétique. Nous avons découvert différents spécimens de ces poissons de la famille des Dotibaques. Ce groupe est probablement représenté par plusieurs espèces ici. On a trouvé cette variété jaune hier que je n'avais jamais vue ailleurs dans le Pacifique. Donc il est possible que nous ayons déjà découvert une nouvelle espèce et même de nouveaux petits gobies. Dans la forêt d'Alofi, les hommes ne sont pas tout à fait seuls. Ici, les crabes de cocotier envahissent les troncs et les chauves-souris roussettes ont conquis la canopée. Un écosystème bâti autour du monde végétal qui, comme le fond des mers, se plie à la hiérarchie des espèces. L'écosystème forestier, il faut le voir aussi comme une succession d'étapes et une succession de plantes. D'abord, on a des plantes colonisatrices à croissance rapide qui aiment la lumière. Ensuite, s'installent des espèces à croissance plus lente,
C'est le fonctionnement normal de l'écosystème forestier. On peut le comparer à l'écosystème corallien. Quand le récif corallien est abîmé, on a un phénomène de succession, avec des espèces pionnières d'abord, ensuite des espèces qui ont des stratégies de vie un peu plus lentes, mais des fois plus résistantes à long terme. Au bout de leur marche, Jean-Yves, Didier et Pétello découvrent enfin ce qu'ils étaient venus chercher. L'une des rares espèces endémiques d'Alophie. Sur cette île encore préservée, cette plante a pu s'épanouir et complète aujourd'hui l'immense inventaire de la flore du Pacifique. Et ce petit arbuste, c'est l'une des rares plantes endémiques de l'archipel. Elle est uniquement trouvée à Futuna et Alofi. C'est de la famille des Gesneriaceae, caractérisée par des feuilles, des tiges assez grasses. Et c'est un Cyrtandra, Cyrtandra futunae. L'espèce ancêtre vient certainement de la région indo-malaise, Asie du Sud-Est, Papouasie-Nouvelle-Guinée, a dû coloniser toutes les îles du Pacifique d'ouest en est, grâce à la dispersion des fruits des Cyrtandra par les oiseaux frugivores. Voilà, les graines, il y en a des centaines dans un fruit. C'est une plante endémique, mais qui n'est pas extrêmement rare. Elle se reproduit encore bien. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que effectivement, si le milieu forestier disparaît, cette plante va disparaître. S'il y a une invasion de Clidemia, elle va rentrer en compétition avec les Cyrtandra vont disparaître. Donc aujourd'hui, le statut de conservation de Cyrtandra futunae, c'est pas une plante, on va dire, gravement menacée de disparition. Elle est vulnérable. Moi, je la mettrais en vulnérable. Il doit y avoir plus d'1 millier d'individus sur Alofi. Sur Futuna, pareil. Les impacts du changement climatique sur les écosystèmes forestiers, on ne les voit pas aujourd'hui dans les tropiques. C'est des choses qu'on verra peut-être dans 20, 50, 100 ans. Mais on a à faire face à des impacts directs. Et les impacts directs, c'est l'activité de l'homme, justement la déforestation, le feu, la surexploitation de certaines ressources. C'est vraiment une menace immédiate pour la biodiversité. La première fois que je suis venu, c'était en 2008. 8 ans après, je vois déjà les dégâts de l'homme, notamment sur les zones littorales, où on débrousse une forêt dite naturelle, primitive, et on la remplace par de la cocoterie ou par des cultures. La façon de le maîtriser, c'est aussi d'informer le grand public en leur disant ça, c'est pas de la brousse, c'est pas des mauvaises herbes, c'est des plantes indigènes, elles sont là depuis très longtemps. D'autres sont patrimoniales, elles appartiennent au patrimoine naturel et culturel de l'archipel. Donc c'est ce genre d'argument qu'on essaye d'avancer pour éviter l'érosion de la biodiversité dans les îles. À Wallis et Futuna, les habitants cultivent bien souvent leurs propres terres pour les besoins familiaux et coutumiers, sans possibilité de revenus conséquents. Une économie fragile qui pousse les jeunes générations à émigrer vers des îles voisines ou en métropole, laissant leur archipel aux plus anciens. Pour ceux qui veillent encore sur les tombes des premiers souverains de Futuna, l'avenir des royaumes doit s'écrire dans le respect de la tradition. Face aux convoitises de certaines entreprises minières autour de leurs îles, les chefs coutumiers ont appris à se méfier. Pourtant, dans la salle du conseil de Futuna se tient aujourd'hui une réunion exceptionnelle. Autour de la table sont rassemblés certains chefs coutumiers et les responsables de l'environnement de l'île. Ils sont venus entendre les détails des découvertes d'oliviers. Après 2 semaines d'exploration, le scientifique a décidé de partager certains résultats qui pourraient bouleverser la vie de l'archipel. On a fait 18 plongées. Les récifs coralliens sont en très bonne santé. Je crois que le mot, c'est très bonne santé. Donc il y a vraiment des zones du Pacifique qui sont très atteintes par le changement climatique, par des dérèglements. Ce n'est pas le cas ici, à Futuna, et ça, c'est une très bonne nouvelle. On a un point zéro, on a un point de départ ici qui est très important pour nous, comme scientifiques, pour voir justement une zone saine et voir comment elle va évoluer avec le réchauffement climatique, avec le changement global. Moi, j'étais donc responsable de toute la partie plus invertébrés et éponges, et c'est aussi moi qui ai souhaité j'ai demandé à Didier de vous rencontrer parce que j'aimerais que vous fassiez un choix parmi les options qui vont se présenter par rapport à ce que j'ai pu observer. Donc vous voyez, ça, c'est toutes les espèces marines, ce qu'elles produisent comme substance, d'accord ?
Et vous voyez que les éponges ici, c'est en bleu foncé, c'est ce qui produit le plus de substances. Et bien ces substances-là ou ces molécules-là, ça fait déjà 30-40 ans qu'il y a des gens qui s'y intéressent. C'est en particulier les entreprises pharmaceutiques. Parmi les espèces que j'ai récoltées, il y en a qui semblent prometteuses en termes de substances. D'accord ? Ça veut dire qu'il semblerait qu'il y ait une valorisation possible à envisager des substances produites par les éponges que vous avez ici à Futuna. Il y a plusieurs options maintenant qui se présentent. Soit on en reste ici à un rapport de mission avec juste une description des espèces que vous avez, et puis donc on va bien sûr associer des publications scientifiques, etc. Et c'est notre travail. C'était ce qu'on était venu faire. On peut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement essayer de voir s'il y a une valeur ajoutée, s'il y a de l'économique, du social derrière ça. Voilà, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir si vous êtes favorable ou pas à essayer de continuer à travailler les substances produites par ces éponges pour savoir si on peut aller trouver des propriétés pharmacologiques. Ça implique des choses, ça implique un cadre légal, juridique, ça fait du travail, hein, donc c'est à vous de le décider. Je ne le ferai pas si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas sûr du tout, d'accord ? Je ne vous promets pas des millions, mais c'est très lucratif. Il est clair qu'aujourd'hui, une entreprise pharmaceutique qui met un médicament sur le marché, elle fait beaucoup de bénéfices, vous le savez. Donc même si Futuna reçoit 10 ou 20% de ce qu'on appelle les royalties, ou de ce qu'il y a derrière, ça peut faire des revenus très importants pour vous. Et maintenant, voilà, la réflexion est dans votre camp, et puis dans le nôtre, on va continuer à discuter, on va attendre ces 6 mois-là d'avoir le rapport, et puis on va ensuite approfondir les choses si vous le souhaitez ou pas, et on verra ce qui se passera. Sachant qu'hier soir, en discutant avec Olivier, voilà, il ne s'agit pas d'une exploitation à grande échelle. On ne viendra pas piller les fonds. Oui, c'est important, Didier, tu as raison. Ils ne viendront pas piller les fonds. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura découvert cette molécule, ensuite, cette molécule sera reproduite de façon synthétique. De façon synthétique, oui, on ne reviendra pas prélever les choses. Voilà, on le fait une fois et c'est tout. Il faut maintenant passer l'information et discuter. Car vous avez insisté aussi sur le fait qu'il n'y aura pas d'exploitation. Parce qu'il y a aussi le grand sujet du minier, enfin surtout de ce qui est des richesses des fonds marins ici à Futuna. Il faut bien expliquer, il faut que ça soit bien compris et qu'on puisse prendre les bonnes décisions justement pour l'avenir de Futuna. Il faudra encore de longues années pour valoriser les richesses de cet océan et les transformer en une possible croissance bleue. Un défi pour la science au service des générations futures. Les trésors naturels pourraient bien offrir des perspectives de développement et les inciter à rester sur leurs îles. Si loin des continents, l'archipel ne peut compter que sur lui-même pour s'écrire un avenir. Dans les forêts, comme au large, la nature de Wallis et Futuna reste la garante de la survie des hommes. Plusieurs années seront nécessaires pour étudier les spécimens découverts par les équipes de Tara, et plusieurs missions encore pour révéler les secrets de Wallis et Futuna. En tentant d'inventorier l'incroyable biodiversité de l'archipel, les chercheurs ont dessiné le portrait d'un monde presque intact et que l'isolement protège encore des bouleversements du climat. Une dernière pensée occupe Serge Plane et son équipe,
alors que les reliefs de Futuna disparaissent à l'horizon. Le souhait que l'archipel des rois demeure encore longtemps un paradis perdu.